Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission spéciale sur la ceinture et la route de notre programme Destin partagé, où nous allons célébrer l'excellence du lien qui unit la Chine et l'Afrique. J'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui en duplex mes confrères africains de nos 5 médias partenaires. Tout de suite, faisons connaissance avec eux en vidéo. Bonjour à tous. Bonjour. Nous venons de faire votre connaissance en vidéo et merci de nous rejoindre. Aujourd'hui, votre pays ont signé des mémorandums d'accord avec la Chine dans le cadre de Ceinture et Route et nous attendons avec impatience que vous partagiez des histoires évoquant cette relation forte entre la Chine et vos nations respectives et ce qui a apporté à la modernisation à la chinoise. Mais avant de donner la parole à nos 5 pays partenaires, commençons tout de suite avec une histoire qui pourrait résumer des centaines d'autres, celle d'une jeune femme originaire du Burkina Faso, partie faire ses études à Beijing en 2018, bénéficiaire d'une bourse suite à son choix d'études, les énergies renouvelables. Elle a décidé de rester en Chine à Chongqing, où elle évolue maintenant au sein de la communauté scientifique. Regardons. Je me prénomme Nabonswende Aïda Nadège Drago. Je suis d'origine burkinabé et je suis docteur en sciences des matériaux avec pour option fabrication des cellules photovoltaïques plus précisément. Depuis 2021, je travaille maintenant à Chongqing University en tant qu'enseignante-chercheur où je suis dans le département de Power and Energy Engineering. Nous travaillons essentiellement sur un matériau appelé perovskite et ce matériau-là a un fort potentiel au niveau du rendement énergétique. Mais il est toujours à l'échelle de la recherche. Donc notre travail consiste à développer des stratégies pour accroître la rentabilité, la productivité des panneaux photovoltaïques fabriqués à partir de ce matériau-là. Le Burkina Faso est un pays sahélien où la plupart de notre production d'énergie est basée sur l'énergie thermique, mais de plus en plus notre gouvernement adopte des politiques de production d'énergie renouvelable, plus précisément l'énergie solaire. Avant de venir en Chine, j'ai pris un peu le soin de faire quelques recherches par rapport au niveau de développement dans cette technologie-là. Et je me suis rendu compte que la Chine est un leader en matière de développement en énergie renouvelable. Comme on le dit, il faut toujours apprendre avec les meilleurs lorsqu'on aspire à devenir meilleur. Donc c'est une des raisons pour laquelle je suis dans ce pays et j'aspire à en apprendre davantage. Le travail se mène en équipe. Et un point très important, c'est s'entourer des bonnes personnes. Également, les collègues sont très ouverts. Nous arrivons à échanger, partager nos idées. L'avantage de mener des études ou des travaux de recherche en Chine, c'est l'accessibilité sur le plan équipement. Lorsqu'on mène des recherches en Chine, on se sent comme un poisson dans l'eau. À la base, quand je venais ici, mon idéal aurait été d'apprendre et après aller mettre en place de telles technologies au niveau de mon pays. Donc cela va en droite ligne avec mes ambitions professionnelles et j'en suis que plus heureuse. Nombreux sont des Africains qui, comme elle, ont choisi de rester en Chine où ils ont trouvé des collègues, des amis, des habitudes de vie qui leur conviennent, une culture dont ils sont domptés amoureux. Ils enrichissent les liens sino-africains de la plus belle des manières. Alors, dans les pays africains, comment se passe la coopération avec la Chine? C'est le thème de notre discussion d'aujourd'hui avec mes confrères. Je me tourne tout d'abord vers le Bénin. Les échanges culturels entre la Chine et votre pays se renforcent d'année en année. Comment pensez-vous que la coopération culturelle bénéficie aux relations entre les deux pays? Monsieur Avocognon Spero Aoussinou. Bonjour Jean-Louis. Malgré la distance qui sépare les deux pays et la barrière linguistique, le Bénin et la République populaire de Chine entretiennent donc d'étroites relations. L'Institut Confucius de l'Université d'Abo-Bekalavi a de nos jours le mérite de participer à l'insertion professionnelle de la jeunesse et par ricochet au développement de la nation béninoise et même de la sous-région.
Jean-Oui, derrière donc les caractères de la langue se cache bien évidemment la culture, la civilisation et la philosophie chinoise. La langue chinoise étant mondialement parlée aujourd'hui, il urge d'aller à son apprentissage afin de saisir les opportunités de travail, d'affaires, de bourses d'études et autres. Bien que nous soyons des débutants, nous avons déjà accès à des opportunités de stage et d'emploi dans des sociétés chinoises. L'initiative La ceinture et la route est donc la démonstration la plus audacieuse des ambitions économiques, diplomatiques et stratégiques mondiales de la Chine. L'Institut Confucius est donc la matérialisation de la volonté des deux peuples, ce qui nous a justement conduit à nous ressourcer dans ce temple du savoir. Reportage. La coopération entre la Chine et le Bénin s'est matérialisée depuis 2013 par la création de l'Institut Confucius à l'université d'Abomey-Calavi, un véritable temple du savoir qui allie éducation et brassage culturel. J'ai appris comment faire le thé chinois. C'est le plus simplifié. Ma grande sœur qui a fait le chinois, elle a été en Chine pendant les congés d'été et du retour, elle nous a parlé de tout ce qu'elle a vu. Elle a dit qu'elle a été à Changchun, sur la Grande Muraille. Située à 13 km de la capitale économique Cotonou, l'université d'Abomey-Calavi a mis sur le marché environ une dizaine de promotions. Les enseignants sont des universitaires rompus à la tâche, ancrés dans la culture chinoise. Ni hao, c'est celui qui est utilisé le plus. Donc vous pouvez répéter avec moi. Ni hao. Après mes performances, j'ai été choisi par l'enseignant qui était un Chinois pour aller faire des études en Chine. C'est là que je suis parti et j'ai fait une licence en chinois et j'ai continué par faire un master en politique internationale. J'ai fait un doctorat en diplomatie, mais toujours avec une bonne dose d'intérêt à la culture chinoise là-bas. Plusieurs infrastructures érigées à Cotonou et environ sont l'œuvre de la coopération sino-béninoise. Un véritable partenariat aussi bien culturel que matériel qui séduit ses étudiants. Parlons de la culture chinoise. Les Chinois ont d'abord leur propre culture qui est différente des nôtres. Donc ils sont très, très propres à leur culture, c'est-à-dire ils ont d'abord leur habit à eux, ils ont leur mets, leur repas qui se prépare uniquement par eux-mêmes, parce que nous, si on doit les préparer, on doit les apprendre. Donc ils ont leur mets qu'ils préparent eux-mêmes, qui sont très délicieux. C'est un art qui nécessite beaucoup de force, de vitesse et de précision, et surtout de souplesse. Donc pour pouvoir faire le wushu, il faut être beaucoup souple et avoir beaucoup d'énergie pour le faire. Il y a certains petits exercices comme le mapo, le combo. Ce sont ces exercices de base en fait, pour commencer à faire le wushu. Pour le directeur de l'Institut Confucius, des activités culturelles sont souvent organisées pour marquer les liens de coopération sous l'égide du Centre culturel chinois. La plus grande, c'est la fête du printemps. C'est comme le nouvel an chinois. Donc, ce qui veut dire qu'en réalité, lorsque nous célébrons cela, nous fêtons avec nos amis chinois. Il y a par exemple l'art culinaire, des dégustations en fait des mets chinois, les danses traditionnelles chinoises et aussi en fait de la musique de chez nous. L'apprentissage continu de la langue chinoise, les arts martiaux et plein d'autres activités participent à la consolidation des relations entre le Bénin et la Grande Chine. Incroyable, on constate un engouement particulier des Béninois pour l'apprentissage du mandarin et de la culture chinoise en général. Et passons maintenant à l'innovation technologique et au transfert de compétences entre pays. Le Gabon et la Chine sont tous des partenaires solides dans ce domaine. Monsieur Guifré Ndong-Obiang, quel est votre regard sur les effets de la coopération technologique sur le développement du Gabon? Bonjour, Chang Chen-Hui. C'est depuis le 20 avril 1974 que les relations diplomatiques entre le Gabon et la Chine ont été établies. Ces 10 dernières années, les effets de la coopération technologique ont impacté positivement le développement du Gabon, notamment sur le plan
de la formation avec la construction de 3 centres multisectoriels de formation à Libreville, en Coque et à Franceville. Sur le plan infrastructurel, la route à travers le pont qui relie Port-Gentil et Omboué. Sur la filière bois, la transformation locale du bois et en agriculture, le projet d'une base de vulgarisation des technologies agricoles. Je vous invite à suivre Francis Edgar Simamba, qui est un géopolitologue et analyste politique. Alors, Monsieur Simamba, l'intelligence artificielle, Internet, l'automobile, aujourd'hui, la Chine est à la pointe de la technologie, ce qui fait de ce pays un grand géant mondial en matière de développement technologique. Naturellement, et je suis de ceux qui pensent, comme plusieurs spécialistes en relations internationales et en géopolitique, que depuis ces 20 dernières années, nous avons véritablement assisté au déplacement du centre de gravité de l'Occident vers l'Asie. Et la Chine aujourd'hui est le symbole de toute cette puissance, et je la qualifie fort à propos des gigapuissances. Et aussi rappeler que ce que nous attendons de la Chine, d'accord, c'est de sortir de la trajectoire des partenaires occidentaux, d'accord, parce que généralement, ce qu'on reproche aux Occidentaux, ils nous ont gardé cette forme d'enfermement colonial. Or, aujourd'hui, le Gabon, pour atteindre ce niveau de développement, il faut une réelle volonté du chef d'État des deux pays pour le transfert des technologies effectifs, ce qui permettra à la fois d'avoir des ingénieurs gabonais formés dans les universités chinoises, mais en rentrant au Gabon, ils doivent reproduire, pas forcément les mêmes schémas, mais être beaucoup plus pragmatiques. Et l'avantage de la Chine, pour ceux qui ont été, moi, dans le cadre de mes réflexions et dans le cadre de mes recherches, je me suis rendu compte qu'en Chine, il y a quelque chose d'assez spécial. Ils ont des écoles où on forme les entrepreneurs, les ingénieurs, où on leur forme à la stratégie chinoise. Le plus important, ce n'est pas d'aller apprendre en Asie ou d'apprendre à Shanghai ou à Macao ou bien d'autres villes, mais c'est d'être capable d'assimiler toutes ces connaissances et une fois en rentrant au Gabon, pourquoi pas créer les mêmes usines de fabrication des véhicules. Donc aujourd'hui, la Chine également est attendue sur ce terrain, le terrain de la technologie, le terrain du développement des logiciels et de l'intelligence artificielle. C'est à nous de voir comment réorienter également les bourses d'excellence dans ce domaine. Connu comme le pays aux 1000 collines, le Rwanda est un pays très vert, avec une faune et une flore incroyables, couvert de forêts et de lacs. Cela me fait penser à un proverbe chinois qui dit « Si vous voulez être riche, construisez d'abord des routes ». Cher Monsieur Jean Damascène Manichimwe, que pensez-vous de ce proverbe? Pensez-vous que la richesse du Rwanda peut partir de la pose du premier pavé de route? Ah oui, tout à fait. Ce proverbe contient une sagesse extrême, je dirais. Car, dit-on, vivre, c'est vivre avec. Et une fois qu'on vit dans l'isolement, on ne peut rien gagner. Et pour le cas précis du Rwanda, je dirais que les autorités du pays ont bien compris cela. En effet, nous savons que le Rwanda, c'est un pays enclavé, sans accès à la mer. Et le développement des axes routiers est d'une importance particulière pour les échanges commerciaux. Et surtout qu'au Rwanda, les déplacements à l'intérieur du pays se font uniquement par voie routière. Et je ne manquerai pas à dire que parmi les poumons économiques du Rwanda, il y a le tourisme. Et là, vous comprendrez que sans axe routier, le tourisme ne pourrait se faire facilement. Et un autre élément que je ne manquerai pas à signaler, c'est que pour atteindre la vision de développement 2050 que le Rwanda s'est fixée, les investissements de grande envergure se mettent en place. Et un exemple frappant, c'est un investissement de 3 milliards de dollars américains mobilisé pour la construction de l'aéroport international de Bugesera, c'est au sud-est de la ville de Kigali. Une entreprise qui va de pair avec l'amélioration du réseau routier. Et en cela, la coopération chinoise est vraiment de taille. C'est la principale route qui sort de Kigali vers l'aéroport international de Bugesera. Sa partie longue de 13 km est maintenant dotée d'une physionomie nouvelle par la compagnie chinoise China Road and Bridge Corporation
avec notamment un pont gigantesque qui a soulagé les usagers de la route. Avant, nous faisions face à trop d'embouteillages car il n'y avait qu'une seule route, mais aujourd'hui, nous avons 2 pistes au-dessus du pont, 2 autres sous le pont et 2 encore autour du pont. Donc, c'est 6 axes au total. Vous comprendrez qu'il y a un changement remarquable, beaucoup plus qu'il ne l'était avant. Avant, ici, il y avait trop de poussière, mais aujourd'hui, l'endroit est beau avec un pont extraordinaire. La physionomie de cette localité a totalement changé. Avant, la poussière nous menaçait même à l'intérieur des maisons, mais tout est bien maintenant. Les avantages des infrastructures construites avec la coopération sino-rwandaise sont multiples. Et à ce propos, les techniciens chinois se félicitent d'avoir partagé leur expertise aux professionnels rwandais. Dans les travaux, nous avions environ 700 employés et parmi eux, les Chinois n'étaient que 20 seulement. Le reste était citoyens rwandais. Le personnel chinois faisait la supervision et apprenait aux nationaux comment relever eux-mêmes les défis techniques. Tout au long de ce projet, nous avons formé des employés qualifiés comme les mécaniciens et les techniciens de laboratoire. Les agents qui ont longtemps travaillé avec nous sont devenus maintenant des consultants dans d'autres sociétés et des cadres du gouvernement pour certains. Outre la connaissance pratique, les Rwandais engagés par la société chinoise China Road se félicitent de son impact social sur la population rwandaise en général. Visiblement, cette route a facilité les échanges commerciaux. Avant ces travaux, il n'y avait qu'une seule partie, mais aujourd'hui, la route est en 4 parties. La circulation est vraiment facile. Pour les Rwandais, cette coopération avec la Chine est d'une grande importance. Cette société a relevé le niveau des infrastructures dans le pays et a augmenté la beauté de la ville. Et à ce niveau, notre pays émerge dans les pays est-africains. Côté social, la population en profite aussi et nous qui travaillons ici sont bien rémunérés. L'amélioration des infrastructures au Rwanda avec la coopération chinoise a déjà fait ses preuves. En plus de 54 km de routes construites à Kigali, la société China Road indique avoir construit environ 70% du réseau routier rwandais, dont l'excellente route appelée la ceinture du lac Kivu à l'ouest du Rwanda. Eh bien, je suis heureuse de constater que les routes modernes construites par les entreprises chinoises ont facilité le quotidien des Rwandais. On peut parler d'une véritable route de l'amitié. Et parlons maintenant d'un secteur qui concerne tous les habitants de cette planète, celui de la santé, avec l'exemple de la coopération avec les Comores. Le paludisme, par exemple, est un fléau mortel qui a fait de nombreuses victimes sur l'ensemble de l'Afrique, mais qui peut également être contenu si le problème est pris à bras-le-corps. Madame Nidoim Noufrapent, vous êtes partie à la rencontre des résidents de Moroni pour les interroger sur les effets de la lutte antipaludisme réalisée avec des médecins chinois. Quel est le sentiment général? Bonjour. Il y a un sentiment de satisfaction et de gratitude. Satisfaction car le taux de mortalité lié au paludisme a baissé de façon significative. En fait, les gens ne souffrent plus de cette maladie. Pour eux, le paludisme, c'est juste un mauvais lointain souvenir. Il y a aussi un sentiment de gratitude envers la Chine qui, grâce à l'initiative Ceinture et Route, a permis aux Comores d'éradiquer ce fléau. Shinhe, je vous propose de découvrir l'enquête que nous avons menée à Moroni afin de recueillir les avis des gens. Ce sont des voisins qui ont eu beaucoup de paludisme. Des membres de la famille ont souffert du paludisme. Dans ma famille, il y avait presque tout le monde qui était passé par là. Depuis 2012, le taux de paludisme a diminué en général aux Comores. On a constaté que ça fait peine 2 à 3 ans, on n'a pas entendu beaucoup de morts à cause de la paludisme. L'aide chinoise a apporté pas mal a sauvé des vies. 40% de la population comorienne qui a pris le traitement chinois. Donc on peut dire que c'est positif. Avec le médicament chinois, les dérivés de l'artémisinine, c'est très efficace. C'est une bonne initiative, vu que nous sommes pauvres. Le moyen de faire tous ces médicaments-là pour donner à la population comorienne. Ça, j'en remercie du fond du corps. Les Chinois travaillent avec persévérance. Je souhaite qu'ils continuent.
Effectivement, nous avons rencontré l'ambassadeur de Chine aux Comores qui nous a parlé de la coopération sino-comorienne et les perspectives d'avenir de cette coopération. Suivons son interview. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous dire quelques mots sur l'origine de cette coopération médicale entre la Chine et les Comores? La Chine et les Comores sont de bons amis et de bons partenaires. La coopération entre les deux pays dans la lutte contre le paludisme a commencé en 2006. En 2007, une équipe chinoise est venue aux Comores pour aider l'archipel à lutter efficacement contre le paludisme. L'équipe s'est appuyée sur la médecine traditionnelle chinoise et a utilisé des thérapies mixtes à base d'artémisinine pour interrompre la transmission du paludisme et diminuer le nombre de cas. Au bout d'un certain temps, la coopération a obtenu d'excellents résultats et elle a constitué une base pour les travaux qui ont suivi. Dans ce processus de coopération entre les deux pays, y a-t-il des choses qui vous ont marqué plus que d'autres? Ce qui m'a le plus impressionné, c'est la première phase du projet de coopération technique mené par les gouvernements chinois et comoriens en août 2018. Celui-ci avait pour but d'aider les Comores à lutter contre le paludisme. C'était un projet qui visait à s'attaquer aux racines du problème. Il comprenait 3 aspects. Le premier était la prise de médicaments par toute la population en 3 cycles. Le deuxième consistait à aider les Comores à mettre en place un système de prévention et de contrôle à 3 niveaux, à savoir ceux de l'île, du district et du village. Un autre aspect important de ce projet était la formation du personnel technique comorien destiné à la lutte antipaludique. Comment peut-on évaluer de manière globale la lutte antipaludique menée par la Chine et les Comores? Et quelles en sont les principales réalisations? Je cite ce chiffre. De 2007 à 2014, l'incidence du paludisme aux Comores a été réduite de 98% grâce à notre coopération antipaludique. Les Comores sont passées d'une zone sujette au paludisme en une zone où la charge paludique est faible. C'est un résultat remarquable. Depuis l'apparition de l'épidémie de Covid-19, la chaîne logistique et le déplacement du personnel ont été impactés et le nombre de cas de paludisme a augmenté. Mais même dans ce cas-là, les îles de Mohéli et d'Anjouan n'ont enregistré aucun cas primaire et l'île de Grande Comore a connu environ 2000 cas. Une équipe d'experts chinois a été envoyée sur place pour surveiller la situation épidémique sur l'île de Grande Comore. Cela constitue la base de la prochaine étape de la coopération entre les deux pays. La protection de l'environnement est indissociable de la modernisation chinoise et s'incarne dans diverses innovations agricoles. À Madagascar, les experts chinois dans les domaines de l'agriculture travaillent main dans la main avec les locaux pour lutter contre les effets du changement climatique en préservant des zones humides et des forêts en choisissant de cultiver des parcelles de riz hybrides. Monsieur Marc-Antoine Klimchamp, avez-vous constaté de meilleurs rendements et de meilleurs revenus sur l'île depuis les débuts de la culture du riz hybride? Bonjour. Pour revenir à votre question, Madagascar produit actuellement en moyenne 2,5 tonnes de riz à l'hectare, alors qu'avec le riz hybride, qui est le fruit de la collaboration avec la Chine, on est arrivé jusqu'à 10 tonnes à l'hectare, ce qui génère certainement des revenus assez conséquents pour les paysans du pays. Ces paysans qui sont arrivés actuellement à bâtir leur propre maison, d'économiser chaque année leur surplus de production pour l'alimentation au quotidien et aussi à scolariser leurs enfants qui a été assez difficile pour eux, et ce, sans pour autant aménager de nouveaux chantiers ou bien de nouveaux rizicultures. La collaboration entre la Chine et Madagascar dans le domaine de la modernisation de la riziculture a certes donné un nouvel élan aux paysans malgaches, tout en préservant la biodiversité endémique de la grande île. Découvrons alors ensemble cette réalité dans ce reportage. Madagascar, un pays qui consomme au quotidien du riz et fait de ce céréale un produit de consommation principale. La culture du riz est une tradition, mais les Malgaches sont aussi attachés à leur terre et la biodiversité. La culture du riz hybride a préservé cette nature et cette biodiversité malgache.
La Chine et Madagascar ont développé ensemble la promotion de la culture du riz hybride pour arriver à bousculer la production rizicole malgache. Mais pour mieux comprendre cette coopération entre la Chine et Madagascar sur le riz hybride, nous vous emmènerons au cœur du centre du projet avec le concours de la société Yuans Madagascar. Pour expliquer le développement du riz hybride à Madagascar, nous nous sommes déplacés ici à Maïs afin de venir à la rencontre des paysans et aussi des techniciens qui développent le riz hybride à Madagascar. À 32 km de la capitale Antananarive, Maïs est une ville de paysans, majoritairement agriculteurs et éleveurs. Nous nous sommes rendus dans ce centre pilote de riz hybride, fruit de la coopération sino-malgache. Hu Yofa, expert en riz hybride, nous explique l'intérêt capital de la culture de cette variété de riz. Depuis le lancement à Madagascar de la formation sur la pratique de riz hybride au profit des techniciens de l'agriculture du ministère de l'Agriculture, aucun impact négatif de la technique de riz hybride n'a été constaté ni sur les sols ni sur les riziculteurs. Dina et Edmond, deux paysans agricoles, ont développé le riz hybride depuis maintenant 4 ans. Ils sont fiers de cette coopération sino-malgache. Avec un rendement élevé, leur champ de culture reste le même. La culture de riz hybride a l'avantage d'apporter des récoltes considérables, même sur de petites superficies de rizières. La culture n'est pas complexe et la méthode ne diffère pas, outre mesure, de celle des autres variétés de riz classique. En revanche, en termes de récolte, la production de riz hybride est le triple de nos rendements habituels sur les variétés classiques. En termes d'environnement, la culture de riz hybride n'a aucun effet négatif sur les sols des rizières. Bien au contraire, elle revitalise les sols, d'autant plus que si vous adoptez les bonnes techniques d'utilisation des engrais biologiques, et c'est ce qui nous a convaincus d'adopter cette culture. Nous avons décidé de changer un peu de la riziculture traditionnelle. En somme, la coopération entre la Chine et Madagascar apporte des bénéfices considérables au profit de la population malgache. Elle ne touche pas uniquement le volet alimentaire, puisqu'elle a songé à préserver également l'écologie et la biodiversité chère aux citoyens de la Grande Île. Mes chers amis, en guise de remerciement à votre participation d'aujourd'hui, j'aimerais vous laisser le mot de la fin de cette émission. Si vous n'aviez qu'une phrase pour qualifier l'initiative chinoise Ceinture et Route, quelle sera-t-elle? On vous écoute. Une ceinture, une route est la constitution d'une communauté de destin commun pour l'humanité définie comme un nouveau système mondial d'interdépendance économique, politique et sécuritaire alternative au centre duquel se trouve la Chine. Alors, pour ce qui est de l'initiative La ceinture et la route proposée par la Chine, c'est une plateforme ouverte de coopération qui injecte un plan et une stabilité croissante dans le développement des pays africains. Ah oui, en un mot, l'initiative Ceinture et Route, un véritable outil de la coopération gagnant-gagnant entre l'Afrique et la Chine. Et c'est aussi un vrai levier de développement qui transforme des vies sur le continent africain. L'initiative Ceinture et Route est une bonne chose et vivement sa pérennisation, car après tout, c'est une coopération gagnant-gagnant aussi bien pour le continent africain que la Chine. Ceinture et la route, pour moi, c'est tout simple. C'est le développement partagé entre un pays et un continent, la Chine et l'Afrique, l'unité entre deux peuples et surtout un espoir pour un avenir prospère pour l'ensemble de l'humanité face aux défis de notre planète. Merci infiniment à vous 5. Vive l'amitié sino-africaine, bâtie pour durer. Et merci à vous également, chers téléspectateurs, pour votre fidélité et à très bientôt sur CGTN Français.